Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de JCN en français, dans ce JCN Show spécial numéro 47. On va faire le deuxième épisode de Comment passer pro. Après avoir eu droit au récit de Loïc et de ses aventures qui l'ont amené jusqu'au milieu professionnel, eh bien aujourd'hui vous allez avoir droit à mon parcours cycliste et aux raisons qui ont fait que j'y suis pas arrivé. Allez, c'est parti! Alors avant toute chose, je voulais vous dire que voilà, c'est jamais facile de se livrer, mais je vais tenter d'être le plus honnête possible et surtout de vous dire pourquoi à la fois j'ai choisi et pas réussi de passer professionnel, en donnant des conseils si bien à celles et ceux qui voudraient atteindre cet objectif, qu'à celles et ceux comme moi qui ont décidé d'aimer le vélo, de le pratiquer, tout en ayant un tout autre objectif. Voilà, pour ma part, j'ai débuté le cyclisme à l'âge de 10 ans, donc très jeune, par l'école de vélo, passer entre des quilles, faire des sprints et quelques petites courses sur un tout petit vélo, donc ça devait être très mignon à voir de l'extérieur, mais c'était aussi très jeune, et je me suis épanoui notamment à Foix, dans l'Ariège, tout au sud de la France, sud-ouest, sur la piste pendant de nombreuses années. J'adorais ça, tourner en rond, et oui, ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas je me suis épanoui longtemps sur la piste et j'avais la chance d'avoir un vélodrome à 10 km de la maison, ce qui est assez rare de nos jours. Donc voilà comment j'ai débuté le vélo à l'âge de 10 ans. Il faut dire qu'ensuite les choses commencent à devenir beaucoup plus sérieuses à partir de la catégorie cadet où je commence à gagner pas mal de courses. J'avais cette chance d'être assez précoce physiquement puisque je faisais déjà à peu près en cadet la même morphologie qu'aujourd'hui, donc je gagnais beaucoup de courses de par cette supériorité physique. Et puis, il y a eu un tournant dans ma carrière de cycliste. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Blaise Cadry, que certains parmi vous se remémoreront comme un grand coureur cycliste, puisqu'il a notamment gagné une étape du Tour de France, donc pas n'importe qui, c'est sacré Blaise, qui est devenu ensuite un ami avec qui on a partagé beaucoup de choses. Et en cadet, on se tirait un peu la bourre. Lui était cadet 2, moi j'étais cadet 1, et au détour d'une discussion, il me dit « Tu sais, l'année prochaine, je rentre au Crêpes de Toulouse en sport-études. » Ça vous rappellera peut-être quelque chose dans le récit de Loïc. Je vous laisse savoir qui a copié l'autre au passage. Et donc Blaise me dit, tu sais, c'est la phase de recrutement, tu devrais déposer un dossier et puis tu verras, pour junior, peut-être tu pourras y accéder toi aussi. Et donc, tout seul, un peu tête de mule, je décide d'aller à la rencontre de Michel Pentous, qui était à l'époque le responsable de cette structure, et lui demander un petit peu comment ça se passait pour les sélections, comment ça fonctionnait. Et donc, je vous fais la version courte, sans en parler à mes parents, je fais les premières démarches auprès de Michel, et puis un jour, je les mets devant le fait accompli, sur la table, avec le dossier d'inscription pré-rempli, en disant, voilà, c'est là où je veux aller. En junior, je veux être au Crêpes de Toulouse, qui est une structure d'accès à haut niveau, en internat, tous les week-end on est en compétition, la semaine on est entre nous, on a des aménagements horaires pour le vélo, c'est ce qu'il me faut si je veux passer pro. Le fameux passer pro. Et c'est comme ça que je me retrouve quelques mois après au Crêpes de Toulouse avec Blaise Cadry, vous l'aurez compris, mais aussi au cours des années, j'ai pu côtoyer Julien Loubet qui était un ancien, j'ai pu côtoyer Nicolas Portal qui était le parrain de notre génération, qui venait lui de passer professionnel, ou encore parmi les plus jeunes, des coureurs comme Romain Sicard et bien d'autres, qui eux ont passé ce fameux Rubicon et ont eu des réussites diverses, en tout cas bien meilleures que la mienne. Donc j'intègre le Crêpes, j'ai même l'honneur de rouler sur le vélo de Nicolas Portal, à l'époque un Décathlon en alu, je m'en souviens très bien, alors qu'en cadet je roulais sur du carbone puisque j'avais un Giant TCR à l'époque, les tout premiers. Voilà, mais ça m'a pas empêché d'être très très fier de rouler sur ce vélo-là. Et il faut dire que tout change parce que comme les pros, on se retrouve avec des conditions d'entraînement parfaites, une voiture suiveuse, un entraîneur dédié, on a un pactage, on a à disposition tout le service médical du Crêpes de Toulouse, c'est-à-dire que quand on avait besoin, on pouvait avoir accès à l'époque aux bots. Il faut savoir que les bots, qui sont un outil de récupération, à l'époque c'était quand même très peu répandu, donc on se retrouve à 15-16 ans avec accès à toute une structure comme ça autour de soi. C'est vrai que ça change la donne, et donc en junior, je me retrouve de suite à marcher vraiment et à être parmi les meilleurs nationaux dès la première année et dès ma toute première course chez les juniors sous le maillot du Pôle Espoir de Toulouse. D'ailleurs, aux courses au soleil, comme on les appelait à l'époque, on les appelle encore, je termine deuxième, toute première course. Heureusement, puisque Bernard Bourreau m'a dit après, celui qui gagne la première de la saison, en général, il marche jamais tout le reste de la saison. Donc j'avais bien fait de faire deuxième. En tout cas, ça m'a valu de commencer à me faire repérer.
Et chez les juniors, pour vous la faire brève, en première année, je fais de très bons résultats. J'intègre l'équipe de France assez rapidement en fin de saison pour les stages de préparation de ma seconde saison junior, durant laquelle j'ai la chance d'être appelé plusieurs fois dans cette même équipe de France et de représenter donc les couleurs nationales. J'ai pu côtoyer dans cette équipe de France junior des gens de ma génération comme Anthony Roux par exemple ou Cyril Gauthier. Et puis pour parler des générations juste avant ou juste après, Pierre Rolland par exemple, le fameux Pierrot, Michael Cherel, et juste après, eh bien, c'était Tony Galopin par exemple, dans cette génération-là. Donc du beau monde, des gens là aussi qui sont passés au-delà. Voilà, pour parler de mes principaux résultats en junior, je vais vous résumer ça au Tour du Val Romé, qui est un peu le Tour de France des juniors. À l'époque, c'était Pierre-Yves Châtelon qui était le sélectionneur, qui nous avait dit, on était un petit groupe à être présélectionné pour les championnats du monde, et il avait dit, tout va se jouer au Val Romé. Donc voilà, on était là, il y avait Guillaume Bonnafont aussi, que j'ai pas cité, qui était là, les dernières places se jouaient là. Et puis je fais 3e de la première étape, premier français. Je fais dans l'échappée le 2e jour, mais je laisse partir 2 coureurs au tout dernier moment, ce qui fait que je ne prends pas le maillot, donc je suis 2e au général. 3e étape, j'arrive dans le premier groupe aussi, mais je crois que c'est Guillaume Bonnafont qui arrive en solitaire pour la gagne, donc toujours 2e au général. Donc je suis 2e au général au départ de la dernière étape, là je me dis c'est bon, là ça sent bon les championnats du monde, et là j'explose royalement. Voilà, c'est une belle métaphore de ma carrière junior. Finalement, je serai premier remplaçant au championnat du monde. Suite à quoi, eh bien, je passe au rang des élites avec un beau CV junior. J'avais largement le choix des équipes en DN1. Je pouvais intégrer beaucoup de structures à l'époque. Et je fais le choix de la facilité, mais aussi le choix de la logique à l'époque, puisque le GSC Blagnac, qui est donc mon voisin, puisqu'à l'époque j'étais dans un autre club, on va dire, de la région toulousaine, Colomiers en junior, est tout fraîchement champion de France de DN Espoir à l'époque, avec des coureurs comme Julien Loubet, Blaise Cadry, dont on a déjà parlé. Et forcément, ils se disent, on va prendre le meilleur junior de la région. Et donc, ils misent tout sur moi. Et donc, j'ai aucune raison à l'époque de me dire, je ne vais pas aller chez eux, puisque c'est a priori l'un des tout meilleurs clubs. Ils sont juste à côté de la maison, pas de déplacement, pas de changement de région à voir, une certaine stabilité, etc. Et donc, je fais ce choix de rentrer dans l'élite au GSC Blagnac. Au début, tout se passe très bien, première année plutôt prometteuse, je remporte le trophée régional Espoir, je continue à démontrer que j'ai des qualités et que, a priori, je suis sur les rails pour passer à l'échelon supérieur. Très vite, ça va se gâter parce que en première année, on a une équipe de très bons copains, mais on est plus fort pour faire les cons en dehors du vélo que pour s'entendre sur un vélo. Beaucoup trop de leaders dans cette équipe, trop d'individualités fortes. La mayonnaise prend en dehors, mais ne prend pas sur le vélo. Du coup, l'équipe implose à la fin de la première année. Et moi, mentalement, je commence à me poser beaucoup de questions en voyant certains parmi ces coureurs qui commencent à avoir 25, 26 ans, voire plus, et ça commence à faire beaucoup pour un coureur qui peut passer professionnel. Et je me dis, ils sont encore là, en élite, à prendre des frais de déplacement minables, à travailler des fois à mi-temps à côté. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Alors que d'un autre côté, les études m'ouvraient d'autres opportunités. Je ne vais pas vous faire tout le récit de mes 2 autres années espoir qui m'ont amené à l'arrêt de ma carrière relativement jeune, puisque je n'ai pas terminé mes 4 années espoir. Je pourrais vous dire que j'ai eu quelques résultats assez intéressants malgré tout chez les élites. J'ai été meilleur sprinter de la Volta Amporda en classe 2, donc parmi les pros. J'ai ramené quelques accessites, on va dire, qui auraient pu justifier d'essayer d'insister. Mais on va dire que dès cette première année, il y a quelque chose en moi qui s'était cassé. J'avais compris une chose, c'est que le vélo, je l'aimais dans 2 conditions. Soit celle d'être devant, capable de gagner, soit celle d'être dans un groupe avec des copains pour m'amuser. Et ça, c'était pas forcément dépendant du fait d'être professionnel ou même d'être en compétition. Le jour où j'ai compris ça, quelque chose s'est rompu dans cette dynamique, dans cette démarche. Et j'ai cessé de vouloir plus que tout au monde passer professionnel. Et quand on sait les sacrifices que cela demande, eh bien c'était déjà trop tard. C'est le premier point que j'ai envie de vous donner comme conseil, c'est celui de comprendre et de connaître vos motivations et vous poser la question, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? Parce que le vélo, c'est un beau sport qui comprend énormément de choses, énormément de composantes, énormément de pratiques et énormément de possibilités de se faire plaisir.
pas seulement le fait de passer professionnel. Donc c'est le premier conseil que je voulais vous donner à vous les jeunes. Faites-vous plaisir, gagnez des courses, n'en gagnez pas, peu importe. Dépassez-vous, battez-vous contre vous-même, contre les autres. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est une fin en soi que celle d'être le meilleur au monde, de courir en World Tour? Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de vous faire plaisir? Je vais terminer en vous disant qu'après le vélo, j'ai arrêté relativement tôt, j'ai vécu énormément de choses que j'aurais pas pu vivre si j'avais été professionnel. J'ai notamment été vivre à l'étranger, j'ai fait un tour du monde, j'ai vécu 3 ans à Rome, je me suis mis à jouer au rugby, oui je sais, bon, avec le nom que j'ai, forcément c'était plutôt logique, mais le physique collait pas forcément. Puis j'ai fait une école de cinéma à Rome également, qui m'a amené au métier de l'audiovisuel. J'ai travaillé pour Eurosport comme reporter pour l'international, un petit peu pour la France, pour le digital. J'ai touché à beaucoup de choses. J'ai eu la chance de faire les 3 grands tours, plusieurs fois même, avec Eurosport, évidemment, pas en tant que coureur. Mais ça m'a permis de vivre toutes ces expériences finalement que j'aurais aimé vivre en tant que coureur pendant un temps. Je les ai vécues différemment. Et aujourd'hui, je n'ai absolument aucun regret. Je suis très heureux d'être là où je suis. J'ai même l'impression souvent d'avoir eu une richesse dans ma vie que je n'aurais pas eu si j'avais été coureur cycliste professionnel. Donc tout ça pour dire, il n'y a pas que le monde professionnel. Évidemment, si vous avez du talent, si vous avez les moyens, donnez-vous les moyens d'essayer. C'est aussi une vie exceptionnelle, Loïc vous l'a compté, pleine de contraintes et pleine de compromis, mais exceptionnelle néanmoins, donc il ne faut pas passer à côté. Donc si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, voici mes conseils. Contrairement à Loïc, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire pour y arriver, mais ce qu'il faut éviter comme piège, puisque moi j'en suis passé par là, pour y arriver quand même. La première chose, c'est ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. J'entends par là, essayez de conserver les études à côté, un encadrement familial et une vie sociale, c'est hyper important. Ne vous focalisez pas que sur ça. Si vous n'avez que le vélo, dès qu'il y aura un petit caillou dans la chaussure, ça va être très compliqué mentalement de passer au-delà. Donc, conservez le plus longtemps possible vos études à côté, c'est important, et puis ça vous offre un plan B. La deuxième chose, c'est soyez patient et persévérez. Il ne faut pas lâcher le morceau au premier problème, à la première désillusion. Souvent, il faut savoir rebondir, prendre un petit peu de temps pour souffler et repartir de l'avant et reconstruire sa condition physique, ses objectifs, etc. Un autre conseil, et celui-ci il s'adresse particulièrement aux plus jeunes d'entre vous, ne sautez pas les étapes. Ne vous spécialisez pas trop tôt, ne vous focalisez pas sur le poids trop tôt. Il y a plein de choses quand on est cadet, quand on est junior à apprendre. Je sais qu'il y a des contre-exemples avec des Evenepoel qui sortent de on ne sait où et qui gagnent tout tous les dimanches, mais ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Vous avez le temps, la catégorie espoir c'est 4 ans, ça vous laisse tout le temps de vous professionnaliser durant ces 4 années. Jusqu'au junior, apprenez à courir, apprenez tout l'entourage du cyclisme. La nutrition, mais sans y faire attention. Apprenez ce que cela signifie, ce que cela comporte, apprenez à vous entraîner, apprenez à attaquer, apprenez les bordures, les classiques, la culture du vélo, regardez du vélo à la télé, regardez JCN en français, prenez modestement notre expérience et assimilez-la, appropriez-vous-la et essayez de devenir le meilleur cycliste possible. Autre conseil, ne pas se focaliser que sur les chiffres. Je sais qu'aujourd'hui, on est tous avec les watts, la FTP, tout ce que vous voulez. Mark Cavendish, c'était un excellent exemple. Il avait une FTP de cadet en élite. Il avait une FTP qui était ridicule. En élite, il était gros, mais il avait une explosivité hors norme. Il a travaillé ça plus tard et il est devenu le meilleur sprinter peut-être de tous les temps. Donc ne vous fermez pas aux chiffres et ne vous focalisez pas là-dessus. Prenez du plaisir, essayez d'apprendre à travailler et à progresser. Ensuite, un conseil important, c'est faites attention à votre comportement avec les autres. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? C'est un sport individuel. Si vous voulez passer pro, sachez une chose, c'est que le vélo, c'est un tout petit milieu et tout se sait. Et vous aurez très vite fait de vous faire une réputation détestable qui va remonter jusqu'aux oreilles de toutes les équipes professionnelles. Si vous êtes irrespectueux envers les bénévoles, envers vos entraîneurs, arrogant, tout ce que vous voulez chez les jeunes, ça va vous causer du tort. Donc, prenez les bonnes habitudes, pensez qu'on a besoin des bénévoles, on a besoin des gens qui aiment ce sport, que des fois il y a des personnalités qui vous plairont, d'autres qui vous plairont moins, certains qui vous apporteront, d'autres qui vous apporteront moins. Soyez respectueux de ces gens-là qui donnent de leur temps pour ce beau sport et vous verrez que vous en serez récompensé parce que quelqu'un qui pose des problèmes déjà dans les catégories jeunes
et qui se la pète allègrement, eh ben, sachez que ça remonte aux oreilles de tous les recruteurs et ça peut vous causer du tort. A l'inverse, si on dit de vous, c'est un bon gars, il a du potentiel, eh ben, ça peut vous ouvrir des portes face à quelqu'un qui est un peu plus tangent. Enfin, eh bien, je voudrais vous dire quelque chose qui est plus dans l'air du temps aujourd'hui, même si moi, je l'ai moins fait puisque j'ai vite abandonné la piste et j'aurais aimé la continuer plus longtemps. Mais c'est adonnez-vous à des disciplines alternatives. On voit de plus en plus que le cyclocross redevient la mode et qu'il sort les plus grands champions actuels dans toutes les disciplines. VTT, cyclocross, route, piste, peu importe. Varier les plaisirs. Le vélo, c'est très dur physiquement, mais c'est très dur mentalement. Quand on fait toujours la même chose, tous les jours, toute l'année, ça devient très difficile et on s'épuise mentalement. Donc varier les plaisirs, ça peut être au-delà du vélo. Pendant la préparation hivernale, vous pouvez très bien faire du ski de fond, comme le faisait mon poteau Jérôme Coppel aussi, que j'ai pas cité parmi les grands coureurs que j'ai côtoyés dans ma jeunesse. Vous pouvez faire plein d'autres disciplines. Moi qui aime la plongée par exemple, aujourd'hui, vous pouvez faire de l'apnée. Ça va vous apprendre aussi sur vous-même, sur la maîtrise de votre corps. Apprendre à respirer, c'est une des choses que l'on peut apprendre pour progresser à vélo. Le yoga, ça peut être une discipline aussi très complémentaire, peu importe. Même si c'est la pétanque, l'essentiel, c'est que vous fassiez autre chose et que vous préserviez votre santé mentale et votre fraîcheur mentale avant d'arriver dans vos années les plus difficiles qui ne seront pas les années juniors, pas les années élites, mais les années professionnelles si c'est bien ça votre but. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur mon parcours, évidemment très résumé, sur mes conseils. Surtout, prenez du plaisir, le sport c'est du plaisir avant tout. N'oubliez pas que ce qui guide le physique, c'est ça, et que si vous ne l'alimentez pas, ça ne marchera pas. Alors apprenez à vous connaître, faites-vous plaisir. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Nous, on est toujours là avec Loïc pour partager tout ce qu'on peut avec vous. En attendant, je vous propose un truc, on passe à l'actu. On débute cette actualité par une bonne nouvelle, c'est le résultat des différents concours qu'on a fait au travers de la chaîne et notamment de notre réseau Instagram ces dernières semaines. Donc, premier concours, il y avait un cuissard Castelli à remporter. Eh bien, j'ai l'honneur de vous apprendre que c'est Mathilde Nguyen qui le remporte. D'ailleurs, vous retrouverez dans la description du précédent show tous ces résultats que je n'avais pas au moment de l'enregistrement, mais qu'on a pu ajouter par la suite. Concernant le deuxième concours qui était le concours Wahoo, il y avait 2 compteurs Wahoo Bolt à gagner. Eh bien, c'est Morgane Serradin et Patricia Doyen qui l'emportent. Donc 100% féminin, ça me fait plaisir vraiment de voir qu'on a 3 femmes qui remportent ces 3 prix. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de nous écrire sur JCN en français sur Instagram et puis on vous enverra tout ça. En tout cas, encore félicitations. L'autre actu de la semaine qui n'a rien à voir avec nos concours, on en revient à de la position, à de l'aéro, et non, je ne parle pas de Remco pour une fois, mais du spécialiste, c'est notre ami Jan-Willem van Schip qui a encore fait des siennes, puisque lui qui mettait déjà les cocottes les plus rentrées du peloton, a décidé d'utiliser un tout nouveau cintre à rallonge, on peut l'appeler comme ça, sur le Tour de Belgique. Un cintre qui a aussitôt été interdit par l'UCI. Donc voilà, il a utilisé une étape et ensuite on lui a dit non, c'est terminé. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous pensez de ce cintre. Est-ce que vous pensez que du coup les interdictions de l'UCI liées aux positions aérodynamiques vont entraîner de nouvelles innovations technologiques? Si vous avez des idées, des suggestions, c'est en commentaire comme d'habitude. Puisqu'on parle du Tour de Belgique, je vous propose de passer sans plus attendre aux résultats. Tour de Belgique qui a été remporté comme en 2019 puisqu'il n'avait pas eu lieu en 2020 par Remco Evenepoel qui démontre qu'il a bien digéré son premier Giro, son premier grand tour, même s'il n'était pas allé au bout. En tout cas, il a bien récupéré. Dès la première étape, ça a été une sacrée partie de manivelle. On se serait cru championnat de Belgique avec des attaques de partout, un parcours de classique. En tout cas, Remco a pris le maillot dès le premier jour, jusqu'à la fin, puisqu'il a remporté évidemment le contre-la-montre qui, comme tous les ans, définit le vainqueur de cette course par étape. Mais je voudrais revenir sur la dernière étape de ce Tour de Belgique qui a vu la victoire au sprint de Monsieur Mark Cavendish. Et là, j'ai envie de dire chapeau, parce que c'était pas une course de seconde zone pour les sprinteurs. Il remporte ce sprint devant des Caleb Ewan, devant des Groenewegen, devant des Brian Cocard, devant des Nasser Bouhanni, enfin bref, le gratin du sprint. Chapeau, Monsieur Cav, bravo. Donc là aussi, n'hésitez pas en commentaire à nous dire si après de telles performances, Mark Cavendish, selon vous, doit être présent au sein du Wolfpack pour le Tour de France. Ce serait beau, ça lui donnerait l'occasion, pourquoi pas, de dépasser Eddy Merckx en nombre de victoires.
Est-ce que vous y croyez? Vous en avez envie? Comme d'habitude en commentaire. On passe au Tour de Suisse qui était l'autre gros morceau de cette semaine. Et là, on a vu le retour à la compétition du beau monde, Julien Alaphilippe, Van der Poel qui a claqué ses 2 étapes, on a vu Tom Dumoulin aussi de retour. Bref, du spectacle. Le résumé de cette course, c'est Alaphilippe qui tourne autour sans y arriver, mais qui était là pour faire des efforts, on l'a bien compris. Il a quitté la course à la veille de la dernière étape pour rejoindre Marion Rousse, puisque, vous le savez, ils attendent un heureux événement, qui d'ailleurs, entre le moment où j'enregistre cette émission et le moment où elle sera diffusée, sera peut-être déjà arrivé. Donc en tout cas, on leur souhaite tout le bonheur du monde à ces deux-là. Et puis, il nous tarde de les revoir sur le Tour de France, parce que Julien, en tout cas, a démontré qu'il était en forme, tout comme Mathieu Van Der Poel, comme on l'a dit. Et le troisième larron qui est très en forme, c'est Richard Carapaz, qui remporte donc ce Tour de Suisse, avec sa petite étape, évidemment. Mais en tout cas, il faudra compter sur lui. Et moi, j'en fais peut-être mon leader chez Ineos pour ce futur Tour de France. On avait également du côté de la Slovénie le Tour national cette semaine avec Tadej Pogačar qui avait à cœur de le remporter puisqu'il ne l'avait jamais fait dans le passé. Voilà qui est chose faite. Il a gagné son étape, le général, fait gagner son coéquipier Diego Ulissi sa petite étape aussi. Contrat est rempli, Tadej est en grande forme aussi. Tous les acteurs du Tour s'avancent tranquillement. Ça commence à sentir bon le mois de juillet. Et donc du côté de la route d'Occitanie, on a eu une victoire espagnole avec Antonio Pedrero, le coureur de la Movistar qui a remporté l'étape Rennes qui passait par le Tourmalet. Voilà, on pourra noter aussi que Arnaud Démare a remporté son étape au sprint. Il continue à engranger des victoires précieuses là aussi en vue du Tour de France. Pour conclure les résultats, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'actualités sur le cyclisme féminin cette semaine, j'ai décidé de faire un petit clin d'œil à Loana Lecomte qui remporte une nouvelle fois une Coupe du Monde de VTT. C'était du côté de Salzbourg ce week-end et en plus de ça, elle a fait carton plein. Bravo à elle qui a encore espoir et qui cartonne à quelques semaines des Jeux Olympiques. Ça commence à sentir bon. On va conclure ce GCN Show par le vélo de la semaine, comme toutes les semaines. Et ce coup-ci, on a choisi Quentin qui nous offre ce magnifique Ridley Canzo Speed en bord de mer. Ça commence à sentir bon l'été, même si au vu du ciel, à mon avis, c'est plutôt du côté de la Belgique ou de la Bretagne. En tout cas, très belle photo, bravo à toi, et puis on se retrouve à la fin du mois pour l'élection du vélo du mois. Merci les amis d'avoir suivi ce GCN Show, j'espère que vous aurez appris un peu plus sur mon parcours et que mes conseils vous sembleront utiles. On se retrouve la semaine prochaine avec Loïc pour son retour. Il est resté en un seul morceau à son rallye d'Albanie et ça c'est déjà un miracle. En tout cas, à mardi, salut!